Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire Mobilité externe, objectif entrepreneuriat, animé par Géraud Demonty, directeur revitalisation et réindustrialisation, et Thibaut Huchette de Rancy, consultant expert création d'entreprise. Nous vous rappelons que vos micros sont coupés et que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation dans la partie Votre question en haut à droite. Thibaut et Géraud y répondront à la fin de la session. Thibaut, Géraud, c'est à vous. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Géraud Demonty, revitalisation et réindustrialisation au sein de l'équipe transformation sociale de S2H Consulting. Thibaut. Et je suis dans la même équipe que Géraud, Thibaut Huchette de Rancy, consultant expert création d'entreprise. Merci. On peut passer directement au sommaire, Karine, je pense, qui est juste après. Voilà, donc ce que l'on vous propose dans le cadre de ce webinaire dédié à la création d'entreprises à l'essaimage, on vous propose d'aborder quatre termes. Dans un premier temps, pourquoi soutenir la création d'entreprises de ses salariés par les grands groupes. Ensuite, nous vous expliquerons quelles sont les différentes formes d'essaimage en entreprise. Un troisième point que mon collègue Thibaut présentera, ce sont les étapes de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et enfin, on conclura notre échange avant les questions sur la nécessité en fait de mobiliser l'ensemble des partenaires pour favoriser l'entrepreneuriat. Avant d'aborder ces quatre thèmes, un petit mot sur la présentation de notre équipe dans le slide suivant. Et donc, du coup, effectivement, on trouvait intéressant de faire un bref rappel sur les différentes interventions que nous réalisons dans le cadre de réorganisation. Et il y a la phase en amont de la transformation sociale, ce que nous appelons l'ingénierie sociale. Dans cette ingénierie sociale, on peut distinguer deux phases. Une phase, on va dire, juridique et une phase non juridique. La phase non juridique, il s'agit essentiellement de chiffrage et de dessiner la réalité de la population, la masse salariale de l'entreprise aujourd'hui et aussi celle de demain pour pouvoir comprendre quels seront les métiers en tension, quels seront les métiers qu'il faudrait réorganiser. Et tout simplement, avec cette phase-là, ça permet également de pouvoir chiffrer très concrètement les différents coûts de potentielles mesures d'âge ou de potentielles mesures d'accompagnement. La deuxième phase de l'ingénierie sociale est donc plutôt juridique et là, nos équipes accompagnent concrètement les RH, les dirigeants dans l'élaboration des livrets légaux et les accords collectifs. Ils les accompagnent également pour les conseiller dans le dialogue social. Sur la phase mobilité professionnelle pendant la transformation sociale, nous accompagnons concrètement les salariés qui souhaitent être en mobilité, que ce soit dans de la mobilité interne ou dans de la mobilité externe. Ça passe par une phase de faisabilité, une phase de coaching individuel, tant en amont de la décision qu'une fois que la décision a été prise. Et ça permet de pouvoir effectivement accompagner les gens, que ce soit dans un projet de formation, d'emploi, de retraite et surtout de création d'entreprise qui nous intéressera un peu plus aujourd'hui. Je laisse Géraud pour nous parler de la revitalisation. Ton micro est coupé, Géraud. Oui, la revitalisation est une obligation légale qui est prévue par le Code du travail, puisque tous les groupes de plus de 1000 salariés qui mettent en place une restructuration de type PSE, RCC, plan départ volontaire, sont assujettis à une obligation de création d'emplois pour le compte des territoires qui sont impactés par cette restructuration. Donc, c'est une pratique que nous proposons à nos clients. Et le quatrième point de présentation de notre équipe, de notre pratique, c'est la communication et les relations publiques. C'est un domaine où nous sommes particulièrement
performant et qui est indispensable dans la mise en œuvre à la fois dans la mise en œuvre des PSE et des obligations de revitalisation, une communication à la fois auprès des salariés, mais également des institutions publiques avec qui nous collaborons. Voilà, on peut passer. Attention, le micro. J'ai fait la même. Du coup, j'étais en train de dire, on peut s'interroger sur le fait que est-ce que la création d'entreprise intéresse les salariés? Il faut savoir qu'une étude relativement récente, puisqu'elle date de juin 2021, nous précise que 20% des Français souhaitent créer un jour dans leur vie ou reprendre une entreprise. Globalement, quand on regarde plus précisément les chiffres d'inscription en chambre entre 2016 et 2022, on voit qu'il y a eu une explosion des nombres de créations d'entreprises et une stabilisation en 2023. La stabilisation ne veut pas dire qu'il y a un essoufflement, mais plutôt s'explique par l'inflation. Il faut savoir que la création d'entreprises, c'est aussi une histoire de temporalité et majoritairement les porteurs de projets de création d'entreprise quand ils décalent leur idée de création, ils le décalent parce que la temporalité n'est pas la bonne et la temporalité économique, c'est un facteur très important quand vous savez que potentiellement vos fournisseurs ne savent pas le prix et que le client ne saura pas le prix final. Il est peut-être nécessaire d'attendre un petit peu, ce qui explique pourquoi il y a eu une stabilisation. Mais par contre, il n'y a pas eu d'écroulement, ce qui prouve quand même que concrètement, la France passe d'une culture plutôt salariée à une culture qui accepte volontiers d'essayer et de créer son propre poste. On peut passer à la slide 7. On ne crée pas forcément avec la même dynamique selon les secteurs, ce qui est tout à fait logique. La création d'entreprises reflète la réalité aussi de l'économie. Donc, il y a des secteurs qui créent moins, où il y a plus de destruction que de création. Et on pense notamment en finance, en immobilier ou en santé. Il y a des secteurs qui restent très positifs. Alors, ça fait plaisir de savoir qu'il y a plus de 5% de création d'industrie en France. Ça sous-entend qu'effectivement, on ne se cantonne pas à être une société de services, même si les services ont toujours le vent en poupe, et ça depuis une petite vingtaine d'années. Et ça ne démord pas en 2023, puisqu'il y a encore eu une augmentation de 16,5% des créations dans la catégorie services administratifs et soutien. On voit également que le statut de micro-entreprise continue à augmenter légèrement en pourcentage, puisqu'il y a eu également 3% d'augmentation sur le sujet. Alors pourquoi on devrait soutenir la création d'entreprises maintenant qu'on sait que ça concerne potentiellement effectivement tous les Français et donc les salariés en particulier. Pour le salarié, il est évident que effectivement pouvoir être accompagné, c'est quelque chose qui peut être facteur de succès. Il y a eu une qui avait été faite par la BGE dans les années 2010 et qui expliquait que 80% des entreprises qui fermaient dans les moins de 3 ans n'avaient pas été accompagnées. Donc 80% des faillites dans les moins de 3 ans sans accompagnement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un facteur de réussite à 100% pour ceux qui sont accompagnés, mais ça met quand même un point important sur le fait que d'avoir un regard externe est intéressant quand on crée son entreprise. Ça permet aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui vous aide à changer de statut, de posture, de passer à l'entrepreneuriat. C'est pas du tout les mêmes codes, les mêmes craintes, les mêmes leviers de motivation, et c'est intéressant de voir
si on est fait pour ça. Et concrètement, c'est de pouvoir avoir un pas à pas de l'idée à la création. C'est de pouvoir aussi, pour certains, et nous on le voit dans des plans de sauvegarde de l'emploi, la possibilité de rester dans son territoire et de créer en fait son emploi parce que l'emploi qu'on avait n'est plus disponible sur son territoire. Et enfin, ça permet aussi d'avoir un regard avant la création, mais aussi après. Alors, l'impact pour l'intérêt pour les entreprises. Non, mais tu peux passer, Karine, au slide suivant, puisqu'il n'y a pas de problème. Effectivement, l'impact, l'intérêt pour les entreprises, il est triple. On constate en effet, après étude, que d'une manière générale, il y a 3 types d'essaimage que l'on a constaté. Tout d'abord, l'essaimage social. Je dirais que c'est le la catégorie la plus classique, c'est-à-dire que les entreprises proposent un accompagnement à la création d'entreprises dans le cadre de restructuration, hein, plan de sauvegarde de l'emploi, plan de départ volontaire, RCC ou GPEC. Ce sont des dispositifs qui sont prévus notamment par le livre 1 dans le cadre des PSE. Ensuite, il y a une seconde catégorie donc, que l'on a intitulée l'essaimage actif. Alors, l'essaimage actif consiste à créer au sein même des entreprises, en général des grands groupes, des cellules essaimage dont l'objectif est de favoriser l'entrepreneuriat auprès des salariés qui souhaitent, par exemple, changer d'orientation, changer de métier. Historiquement, ce sont les grands groupes, notamment les grands groupes industriels, qui ont mis en place ce type de dispositif. Et notre équipe accompagne plusieurs de ces grands groupes dans la mise en œuvre et la réalisation de ces cellules d'essaimage. Et enfin, la troisième catégorie, qui est dans le prolongement de la seconde, c'est ce qu'on appelle l'essaimage stratégique. En fait, là, on aborde les stratégies un peu d'innovation et de transfert de technologie des entreprises, puisque les entreprises, notamment les grands groupes industriels et de services, disposent d'une main-d'œuvre très qualifiée au niveau des cadres, et beaucoup d'entre eux développent des produits et des services innovants, et ça peut permettre à l'entreprise de pouvoir se positionner sur un marché, pas forcément en créant une filiale, mais en proposant à leur cadre de créer ce qu'on appelle un spin-off qui pourrait bénéficier à ce grand groupe. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement à la création d'entreprise? Clairement, on accompagne les porteurs de projets de A à Z. On les accompagne pour faire évoluer une idée, vérifier s'ils sont en adéquation avec leur projet. Ça passe par un bilan entrepreneurial, ça passe par un bilan professionnel quand on fait du diagnostic personnel et environnementaux, quand on fait la liste des soft skills. Notre objectif est de vérifier que effectivement il y a le pourquoi je veux créer qui est bien identifié, et quelles sont les conséquences de cette création pour moi, pour ma famille, pour mon futur emploi, pour la réalité de mes futures tâches. Puis après, une fois qu'on a travaillé sur cet accompagnement, on va être plus dans un processus de création en tant que tel. On va vraiment calibrer et travailler sur le business plan. On va faire une étude de marché, une veille concurrentielle. On va mettre des chiffres sur un tableau prévisionnel, et on ira chercher les différentes aides qu'on pourra trouver. Et enfin, pour la mise en œuvre, c'est la finalisation et la concrétisation. On aide à la réalisation des statuts, on aide à l'immatriculation, et bien sûr, tout cela dans une validation du plan et des différentes modalités qui auront été décidées par le RH lors des phases justement de stratégie et d'ingénierie sociale.
Et j'ai oublié, bien sûr, une fois que l'entreprise a été créée, on est là aussi après, puisque l'objectif est de pouvoir faire des petits calibrages. Souvent, il y a des questions qui n'interviennent que à la fin, qu'une fois on est dans le dur à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement comme ça. Un dernier point avant de passer aux questions des participants. On a souhaité effectivement faire un focus sur la mobilisation indispensable de nos partenaires pour favoriser l'entrepreneuriat. C'est une démarche qui est très importante puisqu'on s'aperçoit souvent que les créateurs d'entreprises, notamment ceux qui viennent du salariat, de grands groupes, ne mesurent pas l'importance en fait du networking, du réseau. Or, la France bénéficie en fait d'un tissu, d'un écosystème très développé en matière de création d'entreprises. Donc, on a proposé 2 catégories. D'une part, les acteurs régionaux, locaux. Alors, peut-être que vous les connaissez. Il s'agit à la fois du réseau consulaire avec les CCI, les chambres des métiers, les pôles de compétitivité et également les collectivités territoriales qui bénéficient de la compétence en matière de développement économique et création d'entreprises, comme les régions et les intercommunalités. Naturellement, il faut mobiliser les clubs d'entreprises locaux qui sont pas forcément connus, mais qui sont indispensables créer des entreprises. Et dans la seconde catégorie, nous citons quelques exemples d'organismes spécialisés. Alors traditionnellement, c'est les fédérations professionnelles qui proposent à leurs adhérents un soutien à la création et au développement d'entreprises. Mais il y a également les grandes écoles, les universités et des réseaux, alors pour le coup, qui sont entièrement dédiés à la création d'entreprises, comme l'ADI, Initiative France, Réseau Entreprendre, avec qui nos équipes collaborent tous les jours, soit dans le cadre de la gestion des PSE ou alors de la mise en œuvre des actions de revitalisation. Voilà, donc nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 J'aurais une première question. Quel est l'intérêt de faire une micro-entreprise? Géraud, je vais prendre la question. Alors, l'intérêt de faire une micro-entreprise, c'est de pouvoir tester de pouvoir tester, c'est de pouvoir essayer son projet. Il faut faire attention parce que toutes les situations ne nécessitent pas forcément en fait ce passage-là, mais ça peut être un passage intéressant. C'est pour ça qu'être accompagné, ça permet de pouvoir voir si ce passage sur le volet notamment financier vaut le coup. Et la deuxième chose où l'intérêt peut être bien plus grand, et en fait on le voit d'ailleurs dans les chiffres qui correspond quand même à une bonne partie des créations d'entreprises en micro, c'est quand on fait un passage doux vers la retraite ou quand on est retraité et qu'on fait une activité secondaire. Et là, c'est vrai que c'est des statuts qui sont suffisamment simples pour pouvoir attirer les gens et dont les conséquences ne sont pas négatives puisque la retraite a déjà été gérée. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Alors, j'aurais une deuxième question. Dans le cadre de l'accompagnement, est-il possible que le salarié n'aille pas au bout de son projet et cela se présente-t-il souvent? Je vais y aller aussi, si ça te dérange pas. Du coup, moi, je trouve que c'est une question qui est très intéressante pour le coup, parce que le fait est que effectivement, c'est une possibilité et heureusement, ça nous arrive, je vais pas dire tous les jours, mais ça nous arrive dans chaque contrat, dans chaque série d'accompagnement, d'avoir des personnes qui, au final, ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Et je trouve que c'est hyper riche pour tout le monde. Ça permet aussi aux salariés de savoir pourquoi il ne part pas, quel est son intérêt à rester dans son entreprise. Souvent, dans l'immense majorité des cas, quand il s'agit d'un renoncement, c'est un renoncement pour des raisons qui sont très légitimes pour le salarié. Il sait pourquoi il ne va pas y aller et en fait, il ne le vit
pas du tout mal. Maintenant, on constate quand même que peut-être grâce à Internet, à des sites institutionnels qui sont de qualité, aux partenaires comme les CCI et autres, que les personnes qui viennent nous voir, en général, ont quand même un projet qui a déjà été un petit peu challengé, un petit peu testé. Donc, ça reste quand même assez rare, mais cette option, elle existe. Et au contraire, je trouve que c'est très sain de pouvoir essayer, de voir et de se dire, bah, tiens, je sais pourquoi je ne veux pas y aller. Si, dernière question, quels sont les éléments clés d'un business plan? Alors, les 2 points de vigilance lorsqu'on reçoit un salarié, les 2 points, les plus importants à notre sens, c'est d'abord la stratégie commerciale et dans un second temps, l'élaboration, d'un compte de résultats, prévisionnel à 2 ou 3 ans. Alors pourquoi, on parle de stratégie commerciale? L'expérience montre que, il peut arriver que des candidats à la création d'entreprise soient porteurs d'un projet extrêmement intéressant, un produit ou un service, innovant qui correspond pleinement aux besoins du marché. Mais il arrive, parfois que, ces candidats en fait, n'ait pas suffisamment mesuré l'importance d'identifier les canaux de vente, de distribution. Et on revient au propos de Thibaut sur le fait que parfois des candidats ne vont pas au bout de leur démarche. C'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant au début, lorsqu'on reçoit pour la première fois les candidats. Il y a il y a certains grands groupes avec qui on collabore, qui nous missionnent très en amont, justement de ces demandes de création d'entreprise et c'est tant mieux parce que ça nous permet effectivement, de bien recadrer, les candidats et de les faire travailler le cas échéant sur une ébauche de business plan. Voilà. Mais écoutez, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas pour les participants à nous, solliciter si, après ce webinaire, vous souhaitez obtenir des précisions. Je crois que dans le slide, le dernier, nos coordonnées, figurent. Voilà. Vous pouvez nous retrouver également sur LinkedIn. Mais je n'ai plus de questions. Parfait. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.